Le palais royal d'Aranvel était beau à l'extérieur. À l'intérieur, c'était un peu différent. Le prince Keiran d'Aranvel, le 7e dans l'ordre de succession, le dernier des enfants du roi Ottar, le savait mieux que les autres. Il a grandi dans l'aile est du palais, dans une chambre avec vue sur la cour des services, où du matin au soir les charrettes avec les provisions grondaient et les garçons de cuisine criaient. Non pas parce qu'il n'y avait plus de place. Le palais était immense, il y avait assez de chambres. C'est juste que cela n'est jamais venu à l'esprit de quiconque de donner au prince une autre chambre. Il avait 23 ans, taille moyenne, constitution ni héroïque ni fragile, juste ordinaire. Son visage, si on le regardait attentivement, était intéressant. Pommettes saillantes, yeux sombres, qui avaient l'habitude de regarder un peu plus longtemps que nécessaire et un peu plus attentivement que prévu. Mais personne ne regardait particulièrement attentivement le 7e prince. C'était son principal avantage. Ce que l'on savait de lui était le suivant, et toute la cour partageait cette opinion, du premier conseiller à la dernière servante. Keiran d'Aranvel est étrange. Pas malveillant, pas cruel, pas dépravé, juste étrange. Au lieu de la chasse et des tournois, il s'asseyait dans la bibliothèque. Au lieu des festins, il se promenait dans les marchés de la ville et parlait avec les marchands. Il posait des questions aux forgerons, aux architectes, aux guérisseurs, des questions qui semblaient inappropriées pour un prince au conseiller. Il écrivait quelque chose dans d'épais livres qu'il conservait depuis l'âge de 14 ans. Au tournoi, il performait mal non pas parce qu'il était faible, mais simplement parce qu'il faisait toujours quelque chose de mal. Il faisait de l'escrime de manière non conventionnelle, monté à cheval non pas comme on le lui avait appris. Il gagnait parfois, mais d'une manière indécente. Pas de manière belle, mais comme s'il avait calculé tout à l'avance et fait exactement le minimum nécessaire pour la victoire. Cela irritait tout le monde. Son frère aîné Davor, beau, bruyant, le favori de la cour, avait dit un jour à la table commune « Keiran n'est pas un prince. Keiran est un rat de bibliothèque qui a oublié qu'il est un prince. » Tout le monde a ri. Keiran mangeait la soupe et ne réagissait pas. Cela les irritait aussi. On ne peut pas offenser quelqu'un qui ne s'offense pas. Ses sœurs Miela et Sorna le traitaient comme un meuble. Il est présent, n'interfère pas, prend de la place. Parfois, elles l'utilisaient, lui demandaient de prendre un livre sur une étagère haute, passer une note au chambellan, découvrir quelque chose d'ennuyeux dans la bibliothèque. Keiran le faisait sans plainte, sans rappel sur le paiement. Ce que le roi Ottar pensait de lui était difficile à dire. Ottar était un homme occupé. 4 fils de sa première épouse, 3 filles, et Keiran de la seconde. La première épouse est morte tôt, ses enfants étaient assez les favoris. La seconde épouse est morte encore plus tôt, Keiran avait 2 ans. Il ne se souvenait pas d'elle. Le roi le regardait parfois longuement lors des dîners officiels, avec une certaine expression que Keiran avait appris à ne pas analyser. Peut-être de la culpabilité, peut-être juste de la fatigue. Keiran ne gardait pas de rancune. Il gardait très peu en général. Ni rancune, ni espoir, ni illusion sur sa place dans ce palais. Au lieu de cela, il conservait 7 épais livres dans lesquels il écrivait tout. Les livres étaient différents. Le premier, architecture et construction. Tout ce qu'il lisait, voyait, demandait au maître. Principe de maçonnerie en pierre, système de voûte, solution de drainage des aqueducs romains qu'il trouvait dans les vieux manuscrits, technologie de chauffage par le sol qui était utilisée dans les provinces du Sud il y a 300 ans. Le second, économie et commerce. Comment fonctionnent les marchés? Comment se forme le prix? Comment un petit commerçant devient marchand? Comment un marchand fait faillite et pourquoi? Systèmes fiscaux des différentes provinces. Comparaison. Pourquoi certaines villes s'enrichissent et d'autres non? Le troisième, agriculture et terre. Type de sol, système d'irrigation, rotation des cultures, ce qui pousse dans le nord, ce qui pousse dans le sud. Pourquoi un village nourrit une ville tandis qu'un autre meurt de faim avec la même quantité de terre? Le quatrième, guerre et défense. Pas comment combattre joliment avec des épées, cela ne l'intéressait pas. Mais comment une forteresse tient, comment une armée est approvisionnée, pourquoi certaines batailles sont gagnées avant qu'elles ne commencent et d'autres sont perdues avant que le premier coup ne retentisse. Le cinquième, personne et gestion. Le plus mince et le plus lu. Comment convaincre, comment commander, comment trahir, comment conserver la loyauté.
ce dont les gens ont besoin pour bien travailler, ce qui est nécessaire pour qu'ils croient en celui qui les dirige. Le 6e, nature et science. Chimie qu'il étudiait à partir des traités des alchimistes, en jetant le mysticisme et en gardant les faits. Mécanique, observation météorologique qu'il tenait depuis 3 ans. Le 7e était simplement pensée, non formée, personnelle. Idées qui n'étaient pas encore devenues des plans. Questions sans réponse. Parfois des esquisses. Parfois un seul mot sur une page. Ces 7 livres, il les conservait dans un coffre sous son lit. Personne ne savait rien à leur sujet. Les serviteurs ne nettoyaient pas sa chambre eux-mêmes. Ils ne le permettaient pas. Il nettoyait lui-même. Cela aussi était considéré comme une étrangeté. La vie continuait. Davor s'occupait de parades militaires et de chasse. Le 2e frère, Ren, politique et intrigue. Le 3e, Pierre, dépensait de l'argent pour des chevaux chers et des femmes encore plus chères. Le 4e, Sten, était calme et discret, s'occupait des affaires domestiques. Kéran le respectait un peu. De tous les frères, Sten au moins faisait quelque chose d'utile. Les sœurs tissaient des intrigues élégamment, avec des sourires, comme seules peuvent le faire les personnes qui ont grandi dans le palais et n'ont jamais pensé à ce qui se passerait si les murs étaient enlevés. Kéran lisait, se promenait dans la ville, pensait. Une fois, le conseiller du père, le vieux Erwin, un homme intelligent, l'un des rares qui regardait Kéran avec quelque chose comme de l'intérêt, l'arrêta dans le couloir. « Que fais-tu en ville, prince ?» ?»« Je regarde. »« Quoi ? Comment tout est arrangé ?» Erwin le regarda. « Pourquoi ?» Kéran réfléchit une seconde. « Parce que c'est intéressant, dit-il. » Erwin hocha lentement la tête, notant quelque chose pour lui-même. « Sois prudent, prince, dit-il. Un homme intelligent dans le palais est parfois plus dangereux qu'un homme stupide. »« Pour qui ? Pour tout le monde, dit Erwin, y compris toi-même. » Kéran y pensa plus tard, la nuit. Il écrivit dans le 7e livre. « Erwin me voit. Les autres non. Il faut décider si c'est un danger ou une opportunité. » Il se répondit une ligne plus tard. « Pour l'instant, une opportunité. Parce qu'ils ne me prennent pas au sérieux. Cela passera quand il y aura une raison. Donc ne donne pas de raison jusqu'à ce que je sois prêt. » Il ferma le livre, s'allongea pour dormir. La vie continuait, jusqu'au jour où elle cessa de se dérouler comme avant. Tout a commencé par une lettre. Kéran la trouva sur sa table le matin, un jour ordinaire. Sans signature, sans sceau. À l'intérieur se trouvait un texte court, dans une écriture soignée. Ce soir dans le jardin Est, un homme qui veut vendre des informations sur un complot contre le roi. Vient seul, prit 20 pièces d'or. Il l'a lu 2 fois, s'assit, regarda par la fenêtre la cour des services, pensa. Un prince normal à sa place serait allé soit par curiosité, soit par désir d'aider son père, ou ne serait pas allé, décidant que c'était une bêtise ou une provocation. Ou aurait dit à quelqu'un, son père, un conseiller. Kéran fit le 4e. Il écrivit dans le 7e livre, lettre sans signature. Moment trop commode. Le père reçoit des diplomates aujourd'hui, le palais est occupé. Le prix est ridicule. Un vrai informateur demanderait plus. C'est un piège. La question est de qui ? Il pensa encore un peu. Si c'est celui de Davor, alors il veut me compromettre devant le père. Si c'est celui de Ren, alors il veut obtenir quelque chose en retour. C'est comme ça qu'il fonctionne. Si c'est celui de Miela, alors j'interfère avec un plan que je ne vois pas. Pause. Je n'interfère avec personne. Je ne suis rien pour tout le monde. Donc quelqu'un veut obtenir un atout, avoir du matériel compromettant sur moi pour l'avenir, juste au cas où. Il ferma le livre, se leva, quitta la chambre. Il alla au jardin Est. 3 personnes l'attendaient, 2 qu'il ne connaissait pas, clairement pas du palais, engagés, et Ren. L'aîné des frères se tenait dans l'ombre d'un vieux chêne, élégant, avec un léger sourire qui était toujours un peu plus froid qu'il ne semblait. Ren avait 28 ans, et il était le plus intelligent des frères. Kéran ne l'avait jamais nié. C'est juste que l'intelligence de Ren était dirigée dans une seule direction. « Inattendu, dit Ren. Tu es venu. Tu t'attendais à ce que je ne vienne pas ? Je m'attendais à ce que tu aies peur et que tu dises au père. » Ren le regarda avec curiosité. Cela aurait été plus simple alors. Il se serait juste moqué de toi. Tu es venu, donc ce sera pire.
Explique pire. Ren montra. L'un des hommes engagés tendit un paquet. Il le déroula. Document. Avec le sceau de Keiran, son sceau personnel qu'il utilisait rarement. Correspondance soi-disant avec l'un des ennemis diplomatiques du royaume. Preuve qui semblait convaincante que Keiran vendait des informations sur les mouvements militaires contre de l'argent. Bon travail. Faux de qualité. Pourquoi? Demanda Keiran. Il faut une place, dit Ren simplement. Pas ta place. Tu prends peu de place. Il faut juste un atout. Pause. Le père vieillit. La question de la succession deviendra aiguë bientôt. 7 prétendants, c'est trop. Mieux vaut avoir quelque chose sur chacun. Sur toi, c'est le plus facile. Tu ne surveilles pas ton sceau. Que veux-tu? Rien pour l'instant. Ren haussa les épaules. Mais si ta voix, ta signature, ton silence est nécessaire au bon moment, ces lettres apparaîtront ou n'apparaîtront pas sur la table du père. Keiran se tenait et regardait son frère. Il pensa rapidement, méthodiquement, comme toujours. Crier est inutile. Il n'y a pas de témoins sauf les hommes engagés. Il n'y a rien avec quoi menacer. Je n'ai pas de levier. Accepter. Perte de position pour toujours, Ren pressera davantage. Refuser. Les lettres atteindront le père avant que j'aie le temps d'expliquer. Donc le 4e. Bien, dit-il. Ren leva un sourcil. Bien? Bien, répéta Keiran. Tu as un atout. Utilise-le quand tu le jugeras nécessaire. Pause. Tu ne vas pas argumenter? Non. Tu ne vas pas essayer de négocier? Non. Ren le regarda avec cette expression rare qu'il avait quand quelque chose ne se passait pas selon le plan. Tu es étrange, dit-il finalement. Je sais, dit Keiran. Tout le monde le dit. Il se retourna au palais. Ce même soir, il écrivit dans le 7e livre. Ren agit. Donc quelque chose se passe avec la succession. Quelque chose que je ne vois pas. Possiblement le père est malade. Possiblement Davor a perdu des positions. Il faut vérifier. L'atout de Ren fonctionne seulement si je suis ici, dans le palais, où mon silence signifie quelque chose. Si je ne suis pas ici, l'atout est dévalué. Pose dans les notes. Il faut penser à une sortie, pas une retraite, une sortie. Ce sont des choses différentes. 3 semaines plus tard, les lettres se retrouvèrent sur la table du père. Pas par Ren, par Davor. C'était inattendu et en même temps logique. Les frères agissaient ensemble quand leurs objectifs coïncidaient. Keiran fut convoqué dans la salle du trône. Il marcha à travers les couloirs du palais et pensa calmement, sans panique. La panique aurait été inutile. Il analysa. Davor et Ren ensemble signifient qu'ils ont besoin d'un résultat rapide, pas d'un long jeu. Donc ils veulent me retirer maintenant, pas me garder comme atout. Pourquoi exactement maintenant? Il entra dans la salle du trône. Le père était assis sur le trône, vieilli, fatigué, avec de lourdes cernes sombres sous les yeux. Le conseiller Erwin se tenait à l'écart, le visage impénétrable. Davor et Ren à droite, Miela et Sorna à gauche. Sten était absent, malade, dirent-ils. Courtisan, garde, assemblée complète. Keiran, dit le père, voix lourde, fatiguée. Sais-tu pourquoi tu as été appelé? Non, dit Keiran. C'était la vérité. Ils ne savaient pas exactement quelle version ils avaient choisi. L'accusation de vente d'informations était trop grossière. Elle nécessitait des preuves, des interrogatoires, du temps. Donc quelque chose d'autre. Davor s'avança. Il sortit les lettres. Correspondance avec le marchand Lem des terres Verianes. Voix entraînée, confiante. Davor savait parler en public. Le prince Keiran passe depuis 2 ans des informations sur l'état du trésor, sur les accords fiscaux avec les provinces du Nord, sur les mouvements des détachements frontaliers. Keiran écouta. Pas de l'espionnage militaire, économique, plus intelligent, plus difficile à réfuter parce que de telles informations fuyaient vraiment. Juste pas par moi. C'est un mensonge, dit-il. Ton sceau, dit Davor. Un sceau peut être volé. L'écriture est similaire à la tienne. L'écriture peut être contrefaite. Davor sourit. Bien sûr. Pause. Mais nous avons un témoin. Un homme inconnu à Keiran entra, quelconque, avec des yeux fuyants. Le serviteur de quelqu'un, clairement acheté. Keiran écouta pendant que l'homme parlait avec confiance. Répété. A vu des rencontres. Passé des paquets. Entendu des conversations. Tous des mensonges, bien préparés. Il aurait pu objecter méthodiquement.
sur chaque point. Il aurait pu démonter le témoignage du témoin et trouver des incohérences. Elles étaient là, il en avait déjà vu plusieurs. Mais il regarda le père. Ottar écoutait, visage lourd, fermé. Il avait déjà pris une décision. C'était visible à la façon dont il était assis, à la façon dont il regardait, non pas Keiran, mais quelque part sur le côté. Il sait que ce n'est pas vrai ou il en doute, mais il lui est commode de le croire. Parce que cela résout la question qu'il évitait depuis longtemps. Que faire du 7e fils qu'il n'y a nulle part où placer et nulle part où mettre? Keiran se tenait et regardait le père. Le père regardait sur le côté. Voilà, pensa Keiran. Pas de colère, juste de la fatigue. Il est fatigué de la question et maintenant content de la réponse, même si la réponse est malhonnête. « Que diras-tu » demanda le père finalement. Keiran resta silencieux une seconde, puis il dit uniformément, sans tremblement dans la voix, « Je ne dirai rien, père. Juge comme tu le juges bon. » Silence dans la salle. D'abord s'attendait à des objections. C'était visible, il était prêt à argumenter. Ren regarda Keiran avec la même expression que dans le jardin. Quelque chose avait mal tourné dans son plan. Erwin, dans le coin, lui seul regardait directement Keiran. À peine perceptiblement hocha la tête. Le père regarda enfin son fils. « Tu ne te justifies pas ?»« Non. »« Pourquoi ?»« Parce que tu as déjà décidé, » dit Keiran. Le silence devint différent. Ottar le regarda et à ce moment Keiran vit ce qu'il n'avait pas remarqué avant ou n'avait pas voulu remarquer. La honte. Pas la culpabilité. La honte. Ce sont des choses différentes. L'exil, dit le père doucement. Pas l'exécution. Tu es nommé seigneur des terres de Darven, au nord. Pause. Gère-les comme tu peux. Terres de Darven. Keiran les connaissait du 2e livre, du 3e. Un trou perdu. 3 villages, un peu plus de 100 habitants. Montagne, forêt, sol pauvre, climat froid. La ville la plus proche est à 4 jours de voyage. Les terres de Darven ne donnaient pratiquement rien au trésor. D'elles on collectait un modeste impôt une fois par an qui couvrait à peine le salaire du collecteur. Exil, honorable, avec un titre, avec un pouvoir formel. Et absolument réel. Y aller signifiait disparaître. Compris, dit Keiran. Tu as 3 jours. Suffisant. Il s'inclina correctement, selon le protocole, pas un degré de moins que nécessaire. Se retourna, alla vers la sortie. D'abord dit quelque chose doucement à Ren. Nri. Keiran n'entendit pas quoi. Cela n'avait pas d'importance. Aux portes, Erwin. Le vieil homme se tenait un peu à l'écart des autres, et quand Keiran passa à côté, il dit très doucement, presque sans bouger les lèvres. « Bonne chance, prince. »« Merci, » répondit Keiran tout aussi doucement. Il sortit. Dans la chambre, il s'assit, ouvrit le 7e livre, regarda longuement la page vide, puis il écrivit lentement, plus grand que d'habitude, « Terre de Darven. 3 villages. Sans plus de personnes. Montagne. Présumément des mines abandonnées sur le versant ouest. Climat froid. 4 jours de la ville la plus proche. Nouvelle ligne. C'est tout. Et sous cela, après une pause, avec une encre différente, comme s'il n'avait pas pris la décision immédiatement. Suffisant. Il passa 3 jours dans la bibliothèque. Il ne dit pas au revoir à ses frères et sœurs. Il n'alla pas au dîner d'adieu. Il n'était pas invité. Il s'assit simplement parmi les livres et lut, choisit, prit des notes, mémorisa. Tout ce qu'il y avait sur les terres de Darven. Il y en avait peu. Elles n'intéressaient personne qui écrivait des livres. Mais il trouva quelque chose. Une vieille chronique. Il y a environ 200 ans, Darven n'était pas petit. On y extrayait du fer, de petites mines dans les montagnes, suffisantes pour les besoins locaux. Puis quelque chose s'est passé. La chronique n'expliquait pas exactement quoi, juste les mines sont tombées en désuétude et les gens sont partis. Les 3 villages qui restaient étaient un fragment de ce qui avait été autrefois. La carte était imprécise, vieille, mais au moins quelque chose. 3 villages le long de la rivière d'Arve, crête montagneuse à l'ouest, forêt au nord, une route, mauvaise, du sud. Sols selon les descriptions dans le traité agronomique ne sont pas les meilleurs. Beaucoup de pierres, peu de terre noire. Mais dans les basses terres près de la rivière, c'est différent. Là, c'est possible. Le climat est rude. L'hiver est long, la neige tombe tôt. Il lut et fit des notes dans le 3e livre, Agriculture, et dans le 2e, Économie. Le 2e jour, Erwin vint.
Il vint simplement à la bibliothèque, sans avertissement. S'assit en face, regarda Kéran lire. « Tu n'as pas l'air brisé ?» dit le vieil homme. « Non. La plupart des gens, après un tel procès. »« La plupart des gens ne s'attendaient pas à un procès, » dit Kéran. « Je m'y attendais. »« Quand ?»« Quand j'ai trouvé la lettre dans le jardin. » Pause. Ou plutôt, j'ai réalisé il y a longtemps que cela arriverait tôt ou tard. Je ne savais juste pas la forme. Erwin le regarda. « Que lis-tu ?»« Tout sur les terres de Darwen que je peux trouver. »« Pourquoi ?»« Il n'y a rien à lire là-bas. »« Il y en a peu, » admit Kéran. « Mais peu ne veut pas dire rien. » Le vieil homme resta silencieux un moment. « Puis-je poser une question, prince ?»« Tu peux. Que prévois-tu de faire là-bas ?» Kéran ferma le livre, regarda Erwin. « Ce que j'ai longtemps voulu, dit-il. »« À savoir ?»« Vérifier, dit Kéran. Tous ces livres, il montra les étagères. Tout ce que j'ai lu et pensé et noté, c'est la théorie. Il y aura la pratique. Un village perdu est un mauvais endroit pour les expériences. »« Un bon, objecta Kéran. Il n'y a personne pour interférer. Il n'y a pas de courtisans qui diront que c'est mal. Il n'y a pas de traditions qui ne peuvent pas être brisées. Pause. Il n'y a que la terre, les gens et ce que je réussis à faire. » Erwin resta silencieux longtemps. « Tu sais, dit-il finalement, que quand Ren et Davor verront le résultat, s'il y en a un, ils voudront le prendre. »« Je sais. Et ensuite quoi ?» Kéran regarda par la fenêtre. « Alors je serai prêt, dit-il. » Le troisième jour, il prépara ses affaires. Peu de choses. Vêtements de rechange, pratiques, pas de cours. Outils, plusieurs. Il les acheta lui-même au marché, ne prit pas du palais, et 7 livres, tous les 7, dans un sac en cuir qu'il portait lui-même. On lui donna un cheval et encore un vieux. 2 serviteurs, des plus jeunes, clairement assignés pour surveiller plutôt que pour aider. Il les prit, ils seraient utiles. Le matin du 3e jour, il partit par les portes principales du palais. Personne ne l'accompagna. Il monta à cheval. Regarda le palais pour la dernière fois, calmement. Le mémorisa, puis se détourna. Toucha le cheval, chevaucha vers le nord. 4 jours sur la route. Le premier jour, il pensa au palais. Le deuxième, il s'arrêta. Le troisième, il commença à penser à Darwen. Il écrivit sur la route, gardait le 7e livre sur son genou, écrivait en se balançant en selle, inégalement mais lisiblement. D'abord, les gens, 100 personnes ou un peu plus. Ils sont fatigués probablement. De la pauvreté, du sentiment qu'ils sont oubliés. Cela doit être compris avant de faire quoi que ce soit. On ne peut pas construire sur des gens qui ne croient pas. Deuxième, l'argent. Il n'y a pas d'argent. Le seigneur reçoit une part des impôts du territoire. Les impôts de Darwen ne sont rien. Donc d'abord trouver une source. Les mines, possiblement. La terre, lentement. Quelque chose d'autre. Troisième, l'hiver. À en juger par les enregistrements dans la chronique, l'hiver là-bas arrive tôt, à la fin du 9e mois. Maintenant, c'est le début du 7e. 2 mois. C'est le paramètre le plus important. Le premier hiver peut tuer le plan avant qu'il ne commence s'il n'est pas préparé. Le 4e jour, la route devint pire. Au début, juste de la terre, puis presque un sentier, envahi, avec de profondes ornières. Le premier village, Petit Darve, apparut le soir. Il le vit de la colline. Maisons basses, sombres, fumée sur les cheminées, plusieurs potagers. Gris, petits, fatigués. Même de loin, il y avait un sentiment que le village s'était comme rétréci, comme s'il ne voulait pas prendre beaucoup de place. Kéran arrêta le cheval sur la colline. Regarda. Les 2 serviteurs se tenaient à proximité et attendaient. « Seigneur, dit l'un, est-ce qu'on nous attend dans le village ?»« Non, dit Kéran. Alors peut-être annoncer l'arrivée ?»« Non, encore. »« Comment alors ?»« Nous entrerons tranquillement, dit Kéran. Nous regarderons. » Ils descendirent de la colline. Ils entrèrent dans le village déjà au crépuscule. Plusieurs personnes dans la rue s'arrêtèrent et regardèrent, avec méfiance, avec fatigue. Les étrangers n'étaient pas une rareté, mais pas une chose ordinaire dans de tels endroits. Kéran descendit de cheval au puits au centre du village, regarda autour. Maisons vieilles, certaines avec des rondins pourris. Le puits en bois, grinçant. La route, boue, pas de pavage. Odeur de fumée, de fumier, de bois humides. Un vieil homme s'approcha, courbé, avec un bâton. Regarda Kéran.
Qui es-tu? Le nouveau seigneur, dit Kairan. Kairan, je vais vivre ici. Le vieil homme regarda longuement. Seigneur, répéta-t-il sans intonation. Oui, on ne nous a pas envoyé de seigneur depuis longtemps. Je sais. Et pourquoi t'a-t-on envoyé? Kairan réfléchit une seconde. Il aurait pu dire officiellement, avec titre et dignité. Mais il regarda le vieil homme, le village, les visages fatigués qui se rassemblaient autour. Honnêtement, dit-il. Mieux honnêtement, dit le vieil homme. J'ai été exilé de la capitale, dit Kairan. Il pensait que c'était une punition. Pause. Je pense autrement. Le vieil homme le regarda. Comment ça? Nous verrons, dit Kairan. La première semaine, il écouta. Il n'annonça pas de plan. Il n'émit pas d'ordre. Il ne dit pas ce qu'il ferait. Il marcha simplement. 3 villages, Petit Darve, Darve supérieur et Rivière, se tenaient le long de la rivière à 1 heure de marche les uns des autres. Ensemble, environ 130 personnes. Famille majoritairement pas jeune, la jeunesse partait pour les villes du sud à la première occasion. Il marcha et parla, avec le forgeron, le seul pour 3 villages, avec le meunier près de la rivière, avec les femmes qui géraient les potagers, avec les chasseurs qui connaissaient la forêt, avec le vieux chef dont le nom était Bren et qui s'avéra plus intelligent qu'il ne paraissait. Il posa des questions simples. Ce qui pousse, ce qui ne pousse pas, où il tombe malade, de quoi, ce qui est nécessaire le plus souvent, ce qui manque, où va l'argent, ce peu qu'il y avait. Les gens répondirent d'abord avec prudence, puis plus ouvertement. C'était inhabituel pour eux que le seigneur pose des questions. Les seigneurs exigeaient généralement. Ils notaient chaque soir dans les 2e et 3e livres. Faits, chiffres, noms. À la fin de la semaine, le tableau devint clair. La terre donnait peu non pas parce qu'elle était mauvaise partout, mais parce qu'elle était cultivée incorrectement. Il se mena la même chose depuis des décennies, le sol s'épuisait, il n'y avait pas d'irrigation, il dépendait des pluies. En été sec, il mourait de faim. L'argent allait pour le sel et le métal. Les deux étaient apportés du sud, payés 3 fois le prix parce qu'il n'y avait pas d'autres fournisseurs. Il tombait malade à cause de l'eau. Les puits étaient peu profonds, pollués en sécheresse. Mortalité infantile. Kairan ne demanda pas directement, mais d'après le nombre d'enfants qu'il y avait et combien il devrait y en avoir, il comprit. Maison vieille, froide. En hiver, il chauffait beaucoup. Il n'y avait pas assez de bois de chauffage. Les mines. Il demanda pour les mines sur le versant ouest. Bren resta silencieux un moment. Abandonné depuis longtemps, dit-il. 100 ans, peut-être plus. On dit qu'il y avait du fer là-bas. Puis quelque chose s'est mal passé. Un effondrement ou quelque chose, je ne sais pas. Ils ont fermé et c'est tout. Quelqu'un y est allé? Les chasseurs parfois. Des ours y vivent. Pourquoi y aller? Pour regarder. Bren le regarda. Quoi, tu prévois d'aller dans les mines? Peut-être. Il y a un effondrement, je te dis. Nous verrons à quel point il est grand. Le 8e jour, il alla dans les montagnes. Il prit Bren comme guide. Il grogna, mais y alla. Et l'un des chasseurs, un jeune gars d'environ 20 ans nommé Thorn, il demanda lui-même à y aller, par curiosité. 3 heures en montée sur le versant. Forêt d'abord, puis pierres et buissons. Bren était essoufflé. Thorn marchait facilement. Ils le trouvèrent. 3 entrées dans la mine, basse, sombre, envahie. Une complètement bloquée. L'effondrement était ici. Le bois frais des supports avait depuis longtemps pourri. Tout s'était effondré. La seconde partiellement, on pouvait se faufiler. Kairan prit une lanterne, se faufila. À l'intérieur obscurité, odeur de terre humide et de vieilles pierres. Il marcha lentement, éclaira avec la lanterne, regarda. Les murs de la mine, vieille maçonnerie de support, pour la plupart pourris. La roche, basalte sombre, veine de quelque chose de clair. Il prit un échantillon, cassa un petit morceau avec le dos de son couteau, regarda à la lumière de la lanterne. Minerai de fer, c'était clair, pas riche mais suffisant. Il alla plus loin d'environ 30 mètres en profondeur, là où le support tenait mieux. S'arrêta, éclaira le sol de la mine. Eau, une petite flaque près du mur. Quelque chose brillait dedans à la lumière de la lanterne. Il s'accroupit, regarda attentivement. Particules, petites, jaunes, presque imperceptibles. Il prit une poignée d'eau, regarda ses paumes pendant que l'eau s'écoulait. Plusieurs particules restèrent sur la peau.
Il se leva, sortit. Bren et Thorn attendaient. Bren avec le regard d'un homme qui en avait déjà assez. « Trouvé quelque chose ?» demanda Thorn. « Possiblement, » dit Kayran. « Du fer ? Du fer aussi. » Pause. Il faut une personne qui sait lire la roche. Y a-t-il quelqu'un comme ça dans les villages? Bren réfléchit. Le vieux Myrte, dit-il. Son grand-père travaillait dans les mines avant. Il sait quelque chose. Demain, je veux lui parler. Bren le regarda avec une expression que Kayran commençait déjà à reconnaître parmi les locaux. Pas de moquerie, quelque chose comme un intérêt prudent. Un seigneur qui va dans les mines et veut parler à un vieil homme, ce n'était pas ce à quoi il s'attendait. Bien, dit Bren. Ils descendirent de la montagne. Kayran portait l'échantillon de roche dans sa poche et pensait. S'il y a du fer, déjà quelque chose. Forgeron, outils, commerce. Si ce qui est dans l'eau est ce que je pense, alors tout change complètement. Mais d'abord vérifier. D'abord s'assurer. Ne pas se précipiter. Le vieux Myrte avait environ 70 ans, pas moins. Petit, sec, avec des mains qui se souvenaient du travail dur. Noueuse, forte malgré son âge. Il vivait seul dans la maison la plus extérieure de Petit Darve. Il gardait des chèvres. Kayran vint chez lui le matin, sans serviteur, sans cérémonie. Il frappa. Qui? De derrière la porte. Le nouveau seigneur. Pause. Qu'est-ce que tu veux? Parler des mines. La porte s'ouvrit. Myrte le regarda avec méfiance, en plissant les yeux. Un seigneur dans les mines? Première fois que j'entends. J'y étais hier, dit Kayran. Puis-je entrer? Myrte recula. La maison était pauvre mais propre. Au mur, vieux outils, miniers, longtemps inutilisés. Myrte remarqua le regard. Encore ceux du grand-père, dit-il. Nous les avons gardés. Mémoire. Kayran s'assit sur le banc offert. Il sortit l'échantillon de roche, le posa sur la table. Myrte regarda, puis le prit, le tourna, l'apporta à la fenêtre, le gratta avec l'ongle. Du fer, dit-il. Pas riche, mais il y en a. Je sais, dit Kayran. Il sortit un chiffon dans lequel il avait enveloppé ce qu'il avait collecté du sol de la mine. Particules du fond de la flaque, séchées. Le posa à côté. Myrte regarda le chiffon, puis leva le regard vers Kayran. Où l'as-tu pris? Du sol de la deuxième mine. L'eau se tenait près du mur est. Myrte prit le chiffon, l'apporta à ses yeux, resta silencieux longtemps. Le grand-père racontait, dit-il finalement, lentement, que les mines ont été fermées, non pas à cause de l'effondrement. Pause. À cause de l'eau. Quand ils ont commencé à creuser plus profond, l'eau est venue, fortement. Ils ne pouvaient pas la pomper, ils l'ont abandonnée. Et qu'a-t-il dit sur l'eau? Myrte regarda les particules dans le chiffon. Il a dit eau jaune. Mauvaise, on ne peut pas boire. Il se tut. Il pensait d'une maladie quelconque. Pas une maladie, dit Kayran, doucement. Myrte le regarda. Non? Non. Pause. Y a-t-il définitivement du charbon là-bas? Demanda Kayran. Il y en a. La troisième mine. Il y avait du charbon là-bas, a dit le grand-père. Ils ne l'extrayaient pas particulièrement. Ils cherchèrent du fer. Bien. Qu'as-tu prévu, Seigneur? Demanda Myrte directement. Tu n'es pas un seigneur standard, cela se voit. Kayran regarda le vieil homme. Je veux ouvrir les mines, dit-il. Pour commencer, celle du charbon. Le charbon est nécessaire immédiatement pour la forge, pour la chaleur en hiver. Ensuite, celle du fer, la nettoyer, la renforcer, extraire. Pause. Et la troisième avec l'eau, mais elle en dernier, soigneusement. Myrte se tut. Tu n'as pas de gens pour les mines, dit-il finalement. Pas de mains travailleuses. La jeunesse est partie. Ils viendront, dit Kayran. Si tu paies, ils viendront. Des villages voisins, de la ville. Il n'y a pas d'argent non plus. Pas encore. Kayran resta silencieux un moment. Myrte, sais-tu travailler dans une mine? Je sais. Je le faisais avant. M'aideras-tu à organiser le travail? Le vieil homme regarda longuement. Pourquoi moi? Parce que tu connais ces montagnes. Parce que ton grand-père y travaillait et t'a raconté des choses qui ne sont dans aucun livre. Pause. Et parce que tu as des yeux intelligents. Myrte se gratta l'arrière de la tête. Personne ne m'a jamais appelé pour mon esprit avant, marmonna-t-il. Il y a une première fois pour tout, dit Kayran. Le vieil homme regarda les outils de son grand-père sur le mur. Se tut. Combien paies-tu? Demanda-t-il finalement. Pour l'instant, pas beaucoup. Je n'ai vraiment pas d'argent.
Mais un tiers de ce que la mine de charbon rapportera le premier mois est à toi. Myrte calcula quelque chose pour lui-même. D'accord, dit-il. La première mine fut ouverte en 2 semaines. Pas en un jour, méthodiquement, étape par étape. D'abord, Myrte fit le tour des 3 entrées, tapa sur la roche, évalua l'état. Il donna son verdict. La 3e mine de charbon nécessite de dégager l'effondrement à l'entrée. À l'intérieur, le support tient mieux qu'il ne semblait. Kieran annonça le travail le lendemain matin. 7 personnes vinrent volontairement, sans contrainte. Kieran n'exigea pas. Il dit simplement à la réunion du village que des gens étaient nécessaires, qu'il paierait, que le travail n'était pas sans fin. 7 personnes, ce n'était pas beaucoup. Mais c'était quelque chose. Il travailla lui-même. Cela surprit tout le monde. Un seigneur avec une pelle. Bren observa cela pendant plusieurs minutes avec le regard d'un homme qui voyait quelque chose qui contredisait son image du monde. Puis silencieusement prit une seconde pelle et se plaça à côté de lui. L'effondrement fut dégagé en 3 jours. Travail dur, pierre et bois pourris, poussière, espace étroit. Kieran travailla autant que les autres, ni plus ni moins. Il ne démontrait pas, ne prouvait rien. Il le faisait simplement. Le soir, il s'asseyait avec Myrte près du feu, passant en revue ce qu'ils avaient appris pendant la journée. Quel genre de roche, comment court le filon, ou renforcer les prochaines poutres. Myrte s'avéra être une mine d'or. Son grand-père lui avait bien enseigné non seulement où creuser, mais comment lire la montagne. Le son en tapant, l'odeur de la roche, le comportement de l'eau. Petits signes qui ne sont écrits dans aucun traité. Kieran écoutait. Il le notait dans le 6e livre, Nature et sciences. Il s'épaississait chaque jour. Le 4e jour, ils entrèrent à l'intérieur. Il y avait du charbon, pas en une fine couche. Le filon allait profond, large, presque noir à la lumière des lanternes. Myrte frappa avec un pic. La roche s'effrita facilement. Le charbon était mou. Bon. Beaucoup, dit Myrte. Sa voix était égale. Mais Kieran avait déjà appris à lire le vieil homme. C'était de l'admiration. Combien? Pour des années à venir si tu creuses soigneusement. Kieran se tenait dans l'obscurité de la mine et éclairait le filon de charbon avec la lanterne. Il pensa. Le charbon est du combustible. D'abord résoudre le problème de l'hiver. Les villages gèlent, puis une forge avec du charbon. Le forgeron travaille 3 fois plus efficacement. Puis le commerce. Les villes ont besoin de charbon et les marchands du sud paieront. Mais d'abord l'hiver. L'hiver vient avant tout. Myrte, dit-il. Oui. Combien de charbon les 3 villages ont-ils besoin pour l'hiver? Le vieil homme réfléchit. Si chaque maison un sac par semaine. 4 mois d'hiver, marmonna-t-il pour lui-même. Environ 40 foyers, 600 sacs, peut-être 700. En combien de temps pouvons-nous l'extraire? Avec cette personne, Myrte estima. 3 semaines si nous le faisons bien. Donc 3 semaines pour les villages. Ensuite, nous commençons à vendre. Ils sortirent de la mine. Kieran rassembla les 7 à l'entrée. Écoutez, dit-il, il y a du charbon, du bon charbon. La première chose que nous faisons est que chaque famille dans les villages reçoit une réserve pour l'hiver, gratuitement. Pause. Ensuite, nous vendons. Nous divisons l'argent comme ceci. La moitié va au trésor commun pour la construction. 1/4 à vous en tant que travailleurs. 1/4 pour l'entretien et le développement des mines. Les gens se regardèrent. Gratuit pour les villages? Demanda un homme aux cheveux roux et aux larges épaules nommé Gord. Cela signifie que tu ne prends rien pour toi-même de cela? Pour l'instant, non. Alors pourquoi? Parce que les gens qui ne gèlent pas en hiver travaillent en été, dit Kieran. Les gens qui gèlent tombent malades et meurent. C'est une mauvaise économie. Gord le regarda. Je n'ai jamais entendu un seigneur parler comme ça. J'ai entendu différents seigneurs, dit Kieran. La plupart d'entre eux gouvernaient mal. Quelqu'un rit brièvement, prudemment. C'était un bon signe. Ils travaillèrent intensivement pendant 3 semaines. 5 personnes de plus rejoignirent les travailleurs de la mine. La nouvelle se répandit dans les villages que le seigneur payait honnêtement et travaillait lui-même. C'était un argument suffisant. Le charbon fut distribué aux maisons en sacs, sur des charrettes. Kieran lui-même participa à la première distribution. Il alla de maison en maison, salua les gens, parla. Les gens le regardaient maintenant différemment. Pas comme un étranger de la capitale, mais comme quelque chose d'incompréhensible, mais leur propre. Il n'exigeait pas, ne menaçait pas, n'expliquait pas qu'il était un prince et qu'ils avaient de la chance. Il le faisait simplement.
un épisode dans la 2e semaine. Il portait un sac de charbon à une maison près de la rivière. Une femme seule, veuve, 3 enfants. Il frappa. Elle ouvrit, vit le Seigneur avec un sac sur l'épaule et ouvrit la bouche. « Du charbon pour l'hiver, dit Kéran. Où dois-je le mettre ?» Elle resta silencieuse longtemps. « Près de la remise, dit-elle finalement. Il le porta là-bas. Quand il revenait, elle se tenait sur le seuil. « Seigneur, appela-t-elle. « Oui, pourquoi le portes-tu toi-même? Les serviteurs sont occupés. Tu as 2 serviteurs qui restent dans ta maison toute la journée. » Kéran s'arrêta, la regarda. « Tu as raison, dit-il. Pour être plus honnête, parce que je veux connaître chaque maison, chaque famille, afin que je gère non par des chiffres, mais par des gens. » La femme le regarda. « Tu es un seigneur étrange. Tout le monde le dit, dit Kéran. Le 22e jour, le premier convoi avec du charbon partit vers le sud. Pas un grand. 3 charrettes, pas le charbon le plus propre, la première couche la plus accessible. Mais Kéran écrivit des lettres aux 2 villes les plus proches, Velm et Hart, lui-même, à la main, sans intermédiaire. Il proposa un prix 10% inférieur à ce que donnaient les fournisseurs ordinaires. La réponse arriva en 1 semaine. De Velm, le marchand saute, un commerçant de combustible. Il répondit prudemment, sceptiquement, mais il répondit « Du charbon des terres de Darwen? Je n'en ai pas entendu parler avant. Si la qualité est confirmée, je suis prêt à prendre le premier lot pour tester. Apporte des échantillons. » Kéran répondit 15% en dessous du prix du marché, envoyant des échantillons avec le même courrier. 4 jours plus tard, Sot envoya son consentement pour le premier grand lot. Le premier argent arriva en 3 semaines. Pas énorme, mais réel. Plus que les terres de Darwen n'en avaient vu en 1 an auparavant. Kéran s'assit le soir avec les chiffres. Il étala sur le papier revenus, dépenses, ce qui pouvait être fait immédiatement, ce qui nécessitait une planification. Il écrivit dans le 5e livre « Personne et gestion ». Le premier principe est prouvé. Donnez aux gens stabilité et honnêteté, et ils commenceront à croire. Quand ils commenceront à croire, ils commenceront à travailler différemment. Pas par peur, mais par intérêt. La différence est énorme. Et sur la ligne suivante, maintenant le 2e principe. L'argent doit être investi plus vite qu'il n'est dépensé. Pas accumuler, construire. Chaque pièce d'or dépensée maintenant doit en rapporter 3 dans 1 an. Il ferma le livre. Il commença à faire une liste de ce qu'il fallait faire ensuite. La liste s'avéra longue. Il l'écrivit pendant 3 soirées d'affilée, sans hâte, vérifiant chaque point pour la logique. Puis il la réécrivit par ordre de priorité, avec des estimations approximatives de coûts et de temps. D'abord, l'eau. Les puits dans les villages étaient mauvais, peu profonds, pollués en été. 3 personnes du village de Rivière tombaient malades chaque été. Kéran apprit du guérisseur local que les maladies étaient intestinales, transmises par l'eau. Les enfants en mouraient. La rivière d'Arve traversait les 3 villages. Eau propre, rapide, bonne. Il fallait l'amener au village. Pas un aqueduc, trop cher pour l'instant. Mais des auges en bois sur support de la rivière au village étaient irréalistes. Il avait vu quelque chose de similaire dans le 3e livre. Une description d'un système d'irrigation utilisé dans les villages de montagne des provinces du Sud. L'adapté pour Darve était soluble. 2e, les routes. La route du Sud était la seule et mauvaise. En automne, boue impraticable. En hiver, neige. Au printemps, boue à nouveau. Les marchandises ne pouvaient pas être transportées. Les marchands ne viendraient pas. Pas tout pavé de pierre, trop cher et long. Mais les sections clés où la route se transformait le plus en boue, drainage et gravier. Il y avait assez de gravier dans les montagnes. 3e, les maisons. La plupart des maisons dans les villages étaient là depuis longtemps. 30, 40 ans. Rondins pourris par endroits, interstices mal calfeutrés, sol en terre. Pas démolir et construire de nouvelles. Pas de ressources. Mais aider à réparer les plus critiques et montrer aux gens la technique qu'il avait trouvée dans le premier livre. Enduit d'argile avec de la paille à l'intérieur. Bonne isolation thermique. Bon marché, accessible. L'argile et la paille sont ici. 4e, la ferme. L'agriculture dans les villages se faisait à l'ancienne. Ils semaient la même chose, ne fertilisaient pas, ne faisaient pas de rotation. Kéran savait sur la rotation des cultures, sur les cultures d'hiver, sur comment utiliser correctement le fumier du bétail.
Cela ne nécessitait pas d'argent, seulement des connaissances. Cinquième, la forge. Le forgeron local, Var, travaillait avec du matériel vieux. Avec du charbon, cela deviendrait plus facile pour lui. Mais un deuxième forgeron était nécessaire. Var seul ne pouvait pas faire face aux besoins croissants. Keiran écrivit à Velm pour chercher un apprenti forgeron qui voudrait déménager pour un bon salaire. Sixième, les gens. La jeunesse quittait les villages parce qu'il n'y avait pas de travail. Si le travail apparaissait, il reviendrait ou de nouveaux viendraient. Pour les nouveaux, il fallait des logements. Donc, construction. C'était le point clé. Si les villages commençaient à grandir, tout le plan s'accélérerait. Plus de mains travailleuses, plus d'impôts, plus d'opportunités. Il regarda la liste. Longue, chère. L'argent du charbon n'était pas encore suffisant pour tout à la fois. Donc priorité. L'eau d'abord. L'hiver vint et passa normalement avec le charbon. Mais la maladie estivale tuait régulièrement des gens. Cela ne pouvait pas attendre. Route en deuxième. Sans route normale, il n'y aurait pas de commerce. Et sans commerce, il n'y aurait pas d'argent pour le reste. Puis le reste au fur et à mesure que les fonds arrivaient. Il montra la liste à Bren. Le vieux chef lut longtemps, lentement, syllabe par syllabe. Puis il regarda Keiran. Cela est pour combien d'années? Avec un bon scénario, 2 ans pour la partie principale, dit Keiran. Puis plus loin. Plus loin? Ce n'est que le début, Bren. Le vieil homme le regarda. Tu penses vraiment que tout cela peut être fait? Demanda-t-il. Ici? Oui. Il n'y a pas d'argent. Pas encore. Il n'y a pas de gens. Pas encore. Il n'y a pas d'expérience d'une telle construction. Mais il y a des livres, dit Keiran. Bren le regarda, puis rit de manière inattendue. Pour la première fois en tous les jours que Keiran le connaissait, sincèrement, du ventre. Des livres, répéta-t-il. D'accord. Que dois-je faire? Rassemble tous les chefs demain matin. Des 3 villages. J'expliquerai une fois à tout le monde en même temps. Le matin, les 3 vinrent. Bren de Petit Darve, une femme âgée, Ena de supérieure, sèche, vive, avec des yeux qui évaluaient rapidement et précisément. Et un jeune homme, Rick de Rivière, 30 ans, laconique, main comme un homme qui a travaillé toute sa vie. Ils s'assirent dans la maison que Keiran avait prise pour quelque chose comme un bureau, la plus grande à Petit Darve, autrefois une grange. Une table, des bancs, au mur Keiran avait accroché un dessin qu'il avait fait la veille, un schéma approximatif des 3 villages avec la rivière. Il expliqua le plan, sans hâte, point par point. Eau, route, maison, ferme, mine, croissance. Il montra sur le schéma. Répondit aux questions. Ena écouta silencieusement, mais Keiran vit comment sa tête travaillait par ses yeux, par la façon dont elle serrait parfois légèrement les lèvres quand elle entendait quelque chose de douteux. À la fin, elle demanda « L'eau par des auges, combien cela coûte-t-il » Nous avons notre propre bois, dit Keiran, notre propre travail. Les coûts principaux sont les fixations, les joints métalliques. Cela vient de la forge, ce n'est pas cher. Pause. À peu près autant que nous gagnons en 3 semaines de charbon maintenant. Nous pourrions dépenser cet argent pour autre chose. Nous pourrions, il acquiesça. Mais à Rivière, chaque été, les gens tombent malades à cause de l'eau. Combien d'enfants avez-vous perdu ces 10 dernières années? Ena se tut. 4 juste de chez nous, dit Rick doucement. À Rivière? 4, répéta Keiran. Ce sont des travailleurs que vous n'avez pas. Ce sont des familles qui sont ensuite parties pour les villes à cause du chagrin. Pause. L'eau propre n'est pas une dépense, c'est un investissement. Il ne connaissait pas le mot investissement. Il expliqua. Un investissement qui rapporte plus. Ena réfléchit. D'accord, dit-elle. L'eau d'abord. Je suis d'accord. Rick hocha la tête. Bren, il avait déjà accepté hier. Maintenant, la question principale, dit Keiran. J'ai besoin de gens, de travailleurs, pour l'approvisionnement en eau, pour la route, pour la mine. Les nôtres ne suffisent pas. Nous devons en attirer des villages voisins, peut-être de Velm. Les étrangers sont des problèmes, dit Bren. Ils viendront, prendront l'argent, partiront. Pas tous, dit Keiran. Si tu donnes un logement et un travail permanent, certains resteront. C'est ce dont nous avons besoin. Construire un logement? Oui. Où est l'argent pour le logement? De la mine. Keiran montra le calcul, approximatif à la main, mais compréhensible.
Dans 6 mois au rythme actuel d'extraction, il y en aura assez pour les 5 ou 6 premières nouvelles maisons. Petites, mais solides. 6 mois, dit Rick. Si nous trouvons un financement supplémentaire plus vite. D'où? J'y travaille, dit Keiran. Il y travaillait depuis plusieurs jours déjà. Il pensait à la deuxième mine, celle du fer. Le fer ne donnait pas un revenu aussi rapide que le charbon, il fallait du traitement. Mais le forgeron avait besoin de métal, et maintenant il était apporté du sud à un prix élevé. S'ils ouvraient la mine de fer et donnaient avare de la matière première locale, le coût des produits de la forge baisserait. Ils pourraient vendre des outils et des fixations aux villages voisins. Il y avait toujours de la demande pour cela. Mais il y avait la troisième mine, celle avec l'eau jaune. Keiran y revenait dans ses pensées chaque jour. Les particules qu'il avait vues sur sa paume ne lui laissaient pas de paix. Il écrivit dans le 6e livre tout ce qu'il savait sur les métaux des traités des alchimistes. Il le relut plusieurs fois. Métal jaune, mou, lourd, ne rouille pas. Trouvé dans les roches de montagne et dans les dépôts de rivières. Quand on lave la roche avec de l'eau, il se dépose plus lourd. Il devait s'assurer. Le 8e jour après son arrivée à Darv, il prit Myrte et Thorn et remonta dans les montagnes à nouveau. Cette fois à la 3e mine. L'entrée était pire que la seconde, presque complètement bloquée. Mais sur le côté, il y avait un petit passage, naturel, entre les pierres. Keiran se faufila. À l'intérieur, c'était plus sombre, plus étroit. L'odeur de l'eau était plus forte. Il marcha environ 20 mètres. Il trouva une flaque plus grande que la première fois. Apparemment, une pluie récente avait élevé le niveau. Il s'accroupit, approcha la lanterne. Particules jaunes. Il y en avait plus. Clairement visibles à la lumière de la lanterne, éparpillées sur le fond sombre. Il prit un chiffon propre. Les collecta soigneusement, les lava dans la flaque plusieurs fois, les tria, les enveloppa. Sortit. Myrte regarda son visage. « Qu'y a-t-il » ? « Je ne sais pas exactement encore, » dit Keiran. « Une vérification est soit nécessaire. » « Quelle vérification » Keiran réfléchit une seconde. « Myrte, dit-il, y a-t-il un alchimiste ou un bijoutier à Velm ?»« Il y a un bijoutier. »« Cher, cela n'a pas d'importance. Je lui écrirai aujourd'hui. » Ils descendirent la montagne en silence. Thorn marchait à côté de Keiran. Le jeune homme était observateur. Keiran l'avait remarqué depuis longtemps. Il regarda le chiffon dans la main du seigneur. « C'est de l'or » demanda-t-il doucement. Keiran le regarda. « D'où vient cette pensée ?» Le grand-père racontait, dit Thorn, sur l'eau jaune dans les vieilles mines. Il disait que la richesse y était cachée. Je pensais des contes de fées. Peut-être des contes de fées, dit Keiran. Nous saurons bientôt. Mais dans le 7e livre ce soir-là, il écrivit une ligne. Si c'est ce que je pense, tout change. Le rythme est différent. L'échelle est différente. Prépare-toi aux grandes choses. La réponse du bijoutier arriva en 10 jours. Keiran envoya les échantillons avec un convoi de marchands qui allait à Velm, avec une lettre au bijoutier Tern, courte et précise. Veuillez déterminer la composition de l'échantillon. Paiement n'importe quel raisonnable. Confidentialité obligatoire. Le bijoutier répondit personnellement. Il vint lui-même. Un petit homme, soigné, avec des lunettes sur une chaîne. Clairement surpris qu'on l'ait appelé aux terres de Darven oubliées de Dieu. Il était venu par curiosité. Keiran le vit. Ils se rencontrèrent au bureau. Tern posa un petit paquet sur la table. Les échantillons, nettoyés, lavés, étalés sur du papier propre. « Savez-vous ce que vous m'avez envoyé » demanda-t-il. « Je suppose, dit Keiran. »« De l'or, dit Tern. Pas un contenu riche, mais pur. Je l'ai vérifié par plusieurs méthodes. Pause et quelque chose d'autre. Quoi d'autre » Le bijoutier sortit un autre paquet plus petit. L'ouvrit. Sur le papier se trouvaient plusieurs petits cristaux transparents, troubles, irréguliers. Keiran regarda. « D'où cela vient-il » demanda-t-il. « Du même échantillon. » Tern regarda Keiran par-dessus ses lunettes. « Dans la roche que vous avez envoyée avec les particules d'or. Je les ai séparées parce que cela m'a intéressé. »« Qu'est-ce que c'est ?»« Des diamants non taillés, » dit Tern doucement. « Petits, mais des diamants. » Silence. Keiran s'assit et regarda les cristaux. Il pensa. Pas à la richesse, à la complexité. Or et diamant au même endroit signifiait que la 3e mine n'était pas seulement une ressource. C'était une situation qui nécessitait de la prudence. Si la rumeur sortait avant qu'il soit prêt,
Des gens viendraient ici, pas des marchands, des gens avec des armes. L'avez-vous dit à quelqu'un? Demanda Kéran. Non, dit Tern. Votre lettre exigeait la confidentialité. Je tiens ma parole. Bien. Pause. Je vous demande de tenir votre parole encore un peu de temps. Tern le regarda. Pour combien de temps? Jusqu'à ce que je sois prêt, dit Kéran. Et qu'est-ce que prêt signifie? Cela signifie, dit Kéran, qu'avant que tout le monde apprenne ce qu'il y a ici, il doit y avoir un mur, des gardes, la loi et des gens qui savent protéger tout cela. Tern regarda longtemps. Vous êtes une personne inhabituelle, Seigneur Kéran. Tout le monde le dit. Je le dis comme un compliment. Je sais, dit Kéran. Merci. Il proposa au bijoutier un bon salaire pour devenir l'évaluateur officiel du Seigneur d'Arven. Travail permanent, bonnes conditions. Tern réfléchit exactement 1 minute. J'accepte, dit-il. Mais je ne déménagerai pas pour l'instant. Je viendrai. Cela ira. Après le départ de Tern, Kéran s'assit seul au bureau. Longtemps. Devant lui sur la table se trouvaient les particules d'or et 3 petits cristaux. Il pensa à la liste, celle qu'il avait écrite pendant 3 soirées. La liste était correcte, mais le rythme était faux. Maintenant, cela pouvait être plus rapide, beaucoup plus rapide, mais soigneusement. On ne peut pas soudainement commencer à construire des palais dans un village de 3 maisons. La rumeur se répandra instantanément. Elle atteindra la capitale avant qu'il soit prêt, donc modérément, séquentiellement, afin que la croissance paraisse naturelle, méritée, pas soudaine. Il ouvrit le 7e livre, or et diamants confirmés. La 3e mine est l'actif principal, pour l'instant fermée, secrète. Travailler seulement avec le charbon et le fer, ils suffisent pour expliquer la croissance. Ouvrir la 3e discrètement, avec une petite équipe, les personnes les plus fiables. Nouvelle ligne, personnes fiables. C'est maintenant la ressource principale. Il y a de l'argent, il n'y a pas de gens. Commencez à recruter. Le premier était Myrte. Il l'était déjà. Fiable, compétent, silencieux. Le deuxième était Thorn, un jeune chasseur de rivière. 21 ans, intelligent, observateur, physiquement fort. Kéran lui parla séparément longtemps, honnêtement. « Je veux t'offrir un travail, dit-il, pas dans la mine. À côté de moi. » Que signifie à côté de moi? Cela signifie assistant. Fais ce que je dis. Parfois, va où je dis. Parfois, garde le silence sur ce que tu as vu. Pause. Je paierai bien. Thorn le regarda. Pourquoi as-tu besoin de moi? Demanda-t-il directement. Je suis un chasseur, pas éduqué. Je te donnerai une éducation, dit Kéran. J'ai besoin d'une personne avec une bonne tête et de bonnes mains, et avec des racines locales. Quelqu'un en qui les gens d'ici ont confiance. Pause. Ont-ils confiance en toi? Probablement. Cela signifie oui. Kéran regarda le jeune homme. Je ne trompe pas, Thorn. Le travail sera dur, parfois dangereux. Mais dans 5 ans, tu sauras et pourras faire plus que la plupart des gens dans ce royaume. Thorn resta silencieux longtemps. J'accepte, dit-il finalement. Le 3e devint de manière inattendue Enna. La vieille femme sèche de supérieur vint chez Kéran elle-même 1 semaine après la réunion. « J'ai entendu que tu recrutes des gens, dit-elle sans préambule. Correct, je sais compter. Elle posa un morceau de tissu sur la table sur lequel quelque chose était écrit. Ce sont mes calculs des dépenses du village pour 3 ans. Je les ai tenus moi-même. Pause. Personne ne l'a demandé. Je l'ai juste fait. Kéran prit le tissu, regarda. Colonne soignée, arithmétique correcte, conclusion brève, précise. Pourquoi les as-tu tenus? Parce que c'est intéressant de voir où va l'argent, dit Enna. Et parce que quand tu le vois, tu peux le corriger. Tu as raison, dit Kéran. Veux-tu travailler avec moi? Je veux savoir ce que tu fais avec l'argent que tu gagnes. Je te le montrerai. Alors oui. 1 mois après son arrivée à Darve, Kéran avait 4 personnes fiables, une mine de charbon en fonctionnement, le premier argent et un plan. 2 mois plus tard, l'approvisionnement en eau au village de Rivière était presque prêt. Auges en bois sur support de la rivière, 120 mètres. Kéran l'avait conçu lui-même, selon les descriptions du 3e livre, adapté aux matériaux locaux. Les locaux l'ont construit avec 2 charpentiers engagés de Velm. Le jour où ils ouvrirent le flux, ils laissèrent passer l'eau par les auges. Tout le village de Rivière se rassembla. L'eau coulait propre et régulière. Elle remplissait un grand réservoir en bois au centre du village, d'où on pouvait la puiser avec des seaux. Les enfants regardaient l'eau couler par les auges.
Certains la touchèrent avec les mains. Rick se tenait à côté de Keiran. Il resta silencieux longtemps. « C'est bien, dit-il finalement, brièvement. Mais il y avait quelque chose de plus dans sa voix. « Le prochain printemps, nous le ferons à petit et supérieur, dit Keiran. Pouvons-nous ? Nous pouvons. Rick le regarda. Je veux que tu saches, dit-il, que nous ici ne sommes pas habitués à ce qu'on pense à nous. Les seigneurs venaient autrefois une fois par an, prenaient l'impôt, partaient. Pause. Cela est différent. Je sais, dit Keiran. Je dis cela parce que les gens d'ici, ils te font confiance maintenant. Sérieusement. Bien, dit Keiran. Ne la perds pas, dit Rick simplement. Keiran regarda l'eau qui coulait par les auges et pensa que cela avait été la conversation la plus importante en 2 mois. Pas sur les mines, pas sur l'argent, sur la confiance. Au 3e mois, ils commencèrent à construire. Pas pour compléter l'ancien, pour construire du nouveau. Keiran choisit un endroit à mi-chemin entre Petit et Supérieur d'Arve, où la vallée était plus large et la rivière faisait un petit virage créant une zone plate. Ici, Bren regarda le champ vide. Ici, complètement vide. Pour l'instant vide. Le premier bâtiment n'était pas un palais, pas une mairie, une auberge. Raison pratique, les travailleurs, les marchands, les artisans viendraient. Ils avaient besoin d'un endroit où passer la nuit. Une auberge donne un logement et un revenu en même temps. Ils construisirent en pierre, les montagnes à proximité, assez de pierre. Keiran montra la technique de maçonnerie du premier livre, de la section sur la construction en pierre. Mur double avec remplissage de gravats à l'intérieur, chaud, solide. Les travailleurs apprirent rapidement, surtout les jeunes. Keiran remarqua que certains regardaient pendant qu'il expliquait la technique et retenaient non seulement comment faire, mais pourquoi. C'était un bon signe. L'auberge fut construite en 6 semaines. Petite, 12 chambres, une salle commune, une écurie pour 8 chevaux. Simple à l'extérieur mais chaude et sèche à l'intérieur. Le tout premier soir après l'ouverture, 3 chambres furent occupées. Des marchands de Velm venus pour le charbon. Keiran s'assit dans la salle commune, dîna, écouta les conversations des marchands. Il ne participait pas, il écoutait. L'un d'eux, jeune et vif, regarda autour. « Bon endroit, dit-il à son camarade. Je ne m'y attendais pas à Darve. Le seigneur ici est nouveau, dit le second. Ils disent là qu'il fait quelque chose. C'est visible. » Keiran mangea la soupe et pensa que dans 1 an, ces marchands en parleraient à Velm. Dans 2 ans, dans d'autres villes. La rumeur est le marketing le moins cher. En parallèle, la mine de fer. Myrte prit la direction, engagea 5 travailleurs des villages voisins, des gens avec de l'expérience dans les travaux de terre. Ils dégagèrent la seconde entrée, renforcèrent le support non avec du bois pourri comme avant, mais avec du chêne frais de la forêt locale. Le fer commença à arriver. Pas immédiatement. Les 2 premières semaines, ils nettoyèrent les vieux tunnels, enlevèrent les effondrements. Mais à la fin de la 3e semaine, la première charrette de minerai arriva à la forge. Var regarda le minerai comme quelque chose d'impossible. « Du fer local, dit-il. Je n'en ai jamais transporté. Maintenant tu en transporteras, dit Keiran. Qualité ? Myrte dit moyenne. Pas la meilleure. Suffisant pour les outils. Exactement. Var fondit le premier lot. Fit 2 pelles, plusieurs haches, des fixations pour la construction. Le coût était 3 fois inférieur à quand le métal était apporté du sud. Keiran regarda les chiffres qu'Ena avait donnés. « Bien, dit-il. Très bien, dit Ena. Si nous l'organisons régulièrement, nous pourrons vendre des outils aux villages voisins. Ils en ont toujours besoin. C'est exactement ce que nous ferons. » Ils ouvrirent la 3e mine discrètement. Seulement Myrte, Thorn et 2 travailleurs que Keiran avait sélectionnés personnellement. Âgés, locaux, avec des familles au village. Des gens avec une encre. Ils avaient quelque chose à perdre et nulle part où fuir. Keiran expliqua lui-même à chacun. Ce que vous trouvez et extrayez ici ne peut pas être parlé. À personne. Ni à ta femme, ni à ton voisin, ni à la taverne. Pause. Je paierai triple du taux habituel, et j'explique pourquoi garder le silence. Il expliqua. Honnêtement, sans embellissement. Si la rumeur sort, des gens de la capitale viendront ici avec des papiers et des armes. Ils diront que les terres de Darven sont trop précieuses pour un seigneur mineur et prendront tout. Et moi et toi et tes familles, ils feront des miséreux. Silence. Quand pouvons-nous parler ? Demanda l'un. Quand je dis, répondit Keiran.
Et à ce moment-là, il ne sera plus effrayant de parler. Ils commencèrent l'extraction lentement, soigneusement. Ils vidèrent l'eau avec des seaux longtemps, lourdement. Progressivement, ils dégagèrent l'horizon inférieur où courait le filon. Il n'y avait pas beaucoup d'or, mais c'était stable. Chaque semaine, un petit sac de particules lavées. Moins de diamants, mais ils étaient là. Tout cela, Kieran le porta personnellement à Tern, à Velm, une fois par mois, sans garde. Seul, comme un marchand ordinaire avec un convoi de charbon. Tern le convertit en argent par ses gens, soigneusement, en petites portions pour ne pas soulever de questions. L'argent revenait à Darb et allait dans la construction. 6 mois après l'arrivée de Kieran, l'endroit entre les villages ne pouvait plus être appelé un champ vide. L'auberge. À côté, une nouvelle, grande forge avec 2 foyers. Var prit un second maître, un garçon de Velm. En face se trouvait un entrepôt pour le charbon et le minerai. Près de la rivière, un moulin mis à jour, avec une nouvelle roue que Kieran avait conçue lui-même, selon un schéma du premier livre. Et les premières nouvelles maisons. Pas des cabanes de paysans, des maisons normales. Fondations en pierre, murs en bois avec enduit d'argile, un toit correct. Fenêtres avec du verre, les premières à Darv en général. Kieran avait conclu un accord avec un verrier d'art, acheté au prix de gros. Le verre dans les fenêtres produisait un effet plus grand que tout le reste. Les gens venaient juste pour regarder, pour voir comment la lumière passait à travers le verre transparent. Pour eux, c'était presque de la magie. « Chaque maison que nous construisons aura du verre », dit Kieran à la réunion. « Cher », dit quelqu'un. « Moins cher que dans un an. Nous en commanderons beaucoup et obtiendrons une réduction. » Pause. « Et le verrier d'art veut ouvrir un atelier ici. J'ai parlé avec lui. S'il ouvre, dans 2 ans, nous ferons notre propre verre. » Les gens se regardèrent. Les vieux se souvenaient quand cet endroit avait été un pré. À ce moment-là, il y avait déjà environ 40 nouveaux résidents. Ils étaient venus de différents endroits. Certains de villages voisins, où il n'y avait pas de travail, certains de Velm, où ils étaient fatigués de la ville, principalement jeunes, avec des mains et du désir. Kieran parla avec chacun. Pas officiellement, juste par là. Qui ils étaient, ce qu'ils pouvaient faire, ce qu'ils voulaient. Il tenait maintenant une liste séparée des gens, de leurs compétences, de leurs ambitions. Un charpentier d'art, bon, expérimenté. Kieran lui proposa d'ouvrir un atelier, lui loua un terrain pour un loyer symbolique la première année. Le charpentier accepta. Un guérisseur, un homme âgé, dame, qui avait exercé dans un village près de Velm. Il vint regarder et resta quand Kieran lui montra un endroit pour une clinique. « Il n'y a pas de clinique ici, dit Dame. C'est exactement pourquoi je t'invite. Qui paiera? Une partie du trésor. Une partie de ceux qui peuvent. Ceux qui ne peuvent pas, gratuit. » Dame le regarda. « Gratuit pour les pauvres? » ?»« Oui, les seigneurs ne font pas cela. »« Celui-ci le fait, » dit Kieran. Dame arriva 1 mois plus tard avec sa famille et ses outils. Les égouts furent une conversation difficile. Kieran expliqua longuement à Bren et au chef ce que c'était. Ils regardèrent avec l'expression de gens à qui on disait quelque chose d'évidence insensée. « Des tuyaux sous terre pour que les déchets partent, » résuma Bren. « Oui, pourquoi ? » « Parce que maintenant, ils vont dans la rivière, » dit Kieran. « Et de la rivière vient l'approvisionnement en eau. » Pause. « Comprenez-vous le problème ? » Pause. « Nous comprenons, » dit Rick. « Est-ce cher ? » demanda Ena. « Cher, » admit Kieran. « Mais moins cher que de payer le guérisseur pour des maladies qui n'auront pas lieu si c'est fait correctement. » Ena calculait quelque chose dans sa tête. Kieran le vit. « Combien pour la construction ? » Cela dépend de la longueur. Nous commencerons par le centre, les nouvelles maisons et l'auberge. Ensuite, nous étendrons. Quel genre de tuyaux ? En bois pour l'instant. Creusé comme l'approvisionnement en eau mais sous terre. Il montra le schéma. D'abord en descendant la pente, vers un bassin de décantation au-delà de l'établissement. Là, une fosse profonde, les déchets se déposent, l'eau va dans le sol, loin de la rivière. Ena regarda le schéma. Cela fonctionne ? Cela fonctionne dans les villes du sud. Pause. Seulement là, c'est en pierre, et ici, ce sera en bois. Moins durable. Mais commencer par du bois, puis remplacer par de la pierre, la bonne stratégie. Quand ? Cet automne, dit Kieran. Avant l'hiver, la ligne principale. Au printemps, nous étendrons. Bren regarda le schéma. Tu construis déjà toute une ville, dit-il.
Oui, dit Kéran. C'était un prêt il y a 6 mois. C'était un prêt. Bren secoua la tête. Pas pour nier, juste pour réaliser. Comment allons-nous l'appeler demanda-t-il. Comme tu veux, dit Kéran. Bren réfléchit. Nouveau Darve, dit-il. Simple et clair. Que ce soit Nouveau Darve, accepta Kéran. L'hiver arriva à la fin du 9e mois comme Kéran l'avait prédit. Tôt, brusquement. Du jour au lendemain, la neige s'étendit d'un demi-mètre d'épaisseur. La température baissa tellement que le souffle gelait dans l'air. Kéran se tint le matin près de la fenêtre de l'auberge. Il y vivait jusqu'à ce qu'il y ait sa propre maison, dans la chambre la plus modeste, par principe, et regarda le nouveau Darve blanc. Il pensa au chauffage. C'était une question pour laquelle il s'était préparé pendant 3 mois. Les poêles ordinaires dans les maisons étaient bons, mais il avait une meilleure idée. Dans le premier livre, la section sur les bains et les systèmes thermiques. Les anciens constructeurs du Sud faisaient des canaux sous les sols par lesquels l'air chaud allait d'un four central. Les sols étaient au chaud, la maison retenait mieux la chaleur. L'adapter pour Nouveau Darve, il pensa exactement comment. Pas pour chaque maison, chère et compliquée, mais pour les lieux publics, l'auberge, la clinique de dames, la future mairie, c'était réaliste. Le système était plus simple qu'il ne semblait. Un four central au sous-sol. De lui, des canaux en briques sous le sol, ramifiés. L'air chaud passe par les canaux, chauffe le sol, sort par de petites ouvertures près des murs. Le four est alimenté au charbon de la mine. Kéran avait construit un échantillon test dans l'auberge dès l'automne. Petit, dans la salle commune. Cela fonctionnait. En hiver, quand le gel craquait dehors, dans la salle commune de l'auberge, il faisait chaud, sans chauffer une énorme cheminée. Les invités entraient, enlevaient leur cape, s'asseyaient et ne se levaient pas longtemps parce que la chaleur venait d'en bas, du sol, uniformément. Les marchands qui passaient demandaient comment c'était fait. Kéran expliquait sans secret. C'était une autre façon d'attirer les gens à Nouveau Darve. Si un marchand venait et voyait quelque chose qu'il voulait répéter chez lui, il revenait, en parlait aux autres. L'hiver pour les 3 villages cette année fut différent. Le charbon était dans chaque famille. Ils avaient fait une réserve dès septembre. Kéran vérifia personnellement maison par maison. Ceux qui en avaient moins que nécessaire étaient signalés depuis l'entrepôt commun. Les maisons qui avaient été réparées avec la technique d'enduit d'argile retenaient la chaleur nettement mieux. Tout le monde n'avait pas réussi avant l'hiver. Environ 20 personnes vinrent demander de l'aide trop tard. Kéran organisa rapidement une équipe. Avant les grands froids, en 2 semaines, ils passèrent les maisons restantes. Moins de maladies. Dame nota cela dès le premier mois d'hiver. D'habitude, à cette période, j'ai déjà 5 ou 6 avec la toux et encore 2 avec ce qui arrive du froid, dit-il. Jusqu'à présent, seulement 2 légers. Chaleur et eau propre, dit Kéran. Et la nutrition est devenue meilleure, ajouta Dame. Les gens mangent plus normalement qu'il y a 1 an. Je le remarque. C'était vrai. Les potagers, après les conseils de Kéran sur la rotation des cultures et la fertilisation, donnèrent 2 fois la récolte habituelle cette année. En plus, il avait apporté de Velm plusieurs sacs de graines qui n'avaient pas été cultivés à Darve auparavant. Navets, pois, orge d'hiver. Les gens mangeaient le mieux. Cela se voyait non pas dans les chiffres, mais dans les visages. Moins de cette fatigue terne qu'il avait vue quand il était arrivé. En hiver, on ne peut pas construire. Kéran le savait et n'essaya pas. Mais on peut planifier. Les longues soirées d'hiver, il les passait avec les livres et avec les gens. Il rassemblait chez lui Myrthe, Thorn, Enna, Bren, Rick, Var, Dame. Parfois quelqu'un des nouveaux résidents, le charpentier, le verrier qui avait finalement déménagé. Ils s'asseyaient, parlaient, discutaient. Kéran montrait les plans pour l'année suivante, les 3 années suivantes. Il écoutait les objections. Elles étaient importantes. Enna trouvait les trous financiers. Bren indiquait ce que les locaux n'accepteraient pas. Dame indiquait ce qui était nuisible à la santé à long terme. C'était similaire à ce qu'il avait lu dans le 5e livre. Personne et gestion sur comment fonctionnent les meilleurs conseils. Différents points de vue, discussion honnête, une décision qui prend tout en compte. Il n'y avait rien eu de tel au palais. Là, les courtisans étaient d'accord avec celui qui était le plus fort. Ici, les gens disaient ce qu'ils pensaient parce qu'ils voyaient qu'ils ne seraient pas punis pour l'honnêteté. Kéran écrivait le soir dans le 5e livre après chaque telle réunion. Pensée, conclusion, ce qu'il fallait revoir dans les plans.
Une fois Thorn, qui maintenant lisait assez bien pour aider avec les papiers, demanda « Pourquoi écris-tu tout ?»« Parce qu'une pensée non écrite est une pensée perdue, » dit Kieran. « Et si quelqu'un trouve les livres, alors ils apprendront comment je pense. » Pause. Ce n'est pas aussi effrayant qu'il semble. Savoir comment quelqu'un pense et le vaincre sont deux compétences différentes. Thorn y réfléchit. « Tu penses à ceux qui peuvent en venir? De la capitale? » « Oui. » Kieran regarda le feu. « Ils ne viendront pas maintenant, quand cela deviendra trop visible. » Pause. « D'ici là, nous devons être prêts. »« Prêts pour quoi exactement ?»« Pour une conversation, » dit Kieran. « Si chanceux, une conversation. Sinon, pour quelque chose d'autre. Pour la guerre. » Kieran resta silencieux longtemps. « Je ne veux pas la guerre, dit-il. La guerre est une entreprise chère et stupide. Les gens meurent, les choses brûlent. Tout ce que tu as construit est détruit. Pause. Mais parfois la guerre est quand l'autre côté ne laisse pas le choix. Et alors quoi? Alors gagner rapidement, dit Kieran. C'est aussi une science. J'ai lu là-dessus. La neige fondit au début du 4e mois. Kieran sortit le matin et la première chose qu'il fit fut de faire le tour de tout nouveau d'Arve à pied. Comme il le faisait chaque matin. C'était une habitude qui était apparue immédiatement. Voir l'endroit de ses propres yeux, remarquer ce qui avait changé, parler à qui. Nouveau d'Arve avait changé pendant l'hiver même sans construction. Les gens étaient différents. L'hiver était passé normalement, sans peur, sans faim. Cela fait quelque chose aux gens silencieusement, de l'intérieur. Cela enlève cette fatigue chronique qui s'accumule de nombreux mauvais hivers d'affilée. Les enfants jouaient bruyamment dans la rue, de manière printanière. Kieran connaissait la plupart d'entre eux par leur nom. Seigneur Kieran, le petit Yann de la famille du charpentier courut devant, cria quelque chose, sans s'arrêter. Kieran sourit. Thorn s'approcha avec des papiers. « De Velm ils sont venus, dit-il. 2 lettres. Une du marchand Sot. Veut doubler la commande de charbon. La seconde de quelques maisons de commerce. Ils veulent parler de fourniture d'outils en fer. Bien. À Sot, d'accord. Nous discuterons des conditions. À la maison de commerce, invitez un représentant à venir. Ici, ici. Pause. Qu'ils voient eux-mêmes ce qu'il y a ici. Thorn hocha la tête. Parti. Kieran continua la ronde. À la clinique d'âme avait déjà ouvert les portes, recevant les premiers patients du matin. Il remarqua Kieran, hocha la tête par la fenêtre. À la forge Var et son apprenti travaillaient depuis le petit matin. Le tintement du marteau s'entendait de l'autre bout. À l'entrepôt, il déchargeait une charrette avec du bois. Le charpentier commandait bruyamment. Tout fonctionnait. C'était agréable. Pas triomphant, juste agréable. Comme un mécanisme correct tournant uniformément. Kieran atteignit le bord de l'établissement. Là où au printemps, il commencerait à construire le prochain quartier de maison. Et s'arrêta. Il regarda le champ qui dans quelques mois deviendrait une rue. Il pensa à la mairie. La mairie était le prochain grand projet. Pas parce qu'un beau bâtiment pour la représentation était nécessaire, mais parce que Nouveau d'Arve grandissait et qu'un endroit était nécessaire où les questions étaient décidées. Tribunal, enregistrement, impôts, litiges commerciaux. Maintenant, tout cela se passait dans la vieille grange. Kieran conçut la mairie lui-même. Longtemps, soigneusement. Pas énorme, mais solide. 2 étages, en pierre, avec un sous-sol pour les archives et le stockage. Et pour la première fois avec chauffage central dans tout le bâtiment. Il avait développé le schéma en hiver. Il le perfectionna avec le charpentier et le tailleur de pierre qu'il avait trouvé à Ar. Le tailleur de pierre, un maître âgé nommé Feck, vint regarder le projet, resta 1 mois, partit avec une commande et revint avec 2 apprentis. « Je n'ai rien construit de tel, dit Feck en regardant le schéma de chauffage. « Personne ici ne l'a construit, dit Kieran. C'est pourquoi c'est intéressant. » Feck aimait les choses intéressantes. Kieran le comprit rapidement. La construction de la mairie commença au début du printemps. En parallèle, le 2e approvisionnement en eau, vers Petit d'Arve, et le début de la ligne d'égout centrale des nouvelles maisons vers le bassin de décantation. Et la route. La route vers le sud, vers Velm, nécessitait un travail sérieux. Kieran engagea 20 personnes spécialement pour la route. Fossés de drainage sur les côtés, remplissage de gravier sur les sections clés, ponts en bois sur 3 petits ruisseaux qu'il fallait auparavant contourner. Pas une route royale, mais une route normale, sur laquelle on pouvait rouler sous la pluie sans s'enliser.
Au début de l'été, le représentant de la maison de commerce arriva. Un jeune homme bien habillé, avec un assistant. D'Arc, une grande ville, avec des manières de capitale. Il regarda Nouveau Darve avec un mélange de surprise et d'intérêt professionnel. Keiran le reçut à l'auberge. Ils dînèrent simplement, localement, sans ostentation. Pour être honnête, dit le représentant, je m'attendais à un village. On nous a écrit terre de Darven et Je comprends, dit Keiran. Ce n'est pas un village. Pas encore une ville, dit Keiran. Mais bientôt. Ils parlèrent moins pendant 3 heures. La maison de commerce voulait des outils en fer. Pelles, haches, fixations pour la construction. Leurs principaux fournisseurs étaient dans le sud, chers et longs à transporter. Keiran proposa de bonnes conditions, mais pas de dumping. Il expliqua. Il ne voulait pas détruire le marché, il voulait un contrat stable à long terme. Le représentant écouta attentivement. « Tu ne ressembles pas à un seigneur typique, dit-il. On me dit souvent quelque chose de similaire. Les seigneurs ne savent généralement pas ce qu'est le dumping. Certains seigneurs lisent beaucoup. » Ils signèrent le contrat, le premier grand accord commercial de Nouveau Darve. Pas pour des sommes énormes, mais réguliers. Chaque mois, un lot d'outils vers Aar. Cela signifiait que Var avait besoin d'une 3e forge. Vers le milieu de l'été, Nouveau Darve comptait environ 200 personnes. Pas seulement ceux qui y vivaient, ceux qui venaient travailler, commercer, regarder. L'auberge était occupée presque constamment. Une petite taverne ouvrit, le propriétaire de Velm loua un terrain à Keiran, paya un petit pourcentage des revenus. Le premier marché, Keiran l'organisa au début de l'été, chaque dimanche sur la place centrale. Les locaux vendaient les produits des potagers, les chasseurs vendaient le gibier, la forge vendait des outils. Les commerçants des villages voisins commencèrent à venir. Un marché n'est pas seulement de l'argent. Un marché est un endroit où les gens se rencontrent, parlent, prennent des décisions. Keiran le savait du 2e livre, et de la pratique déjà. Une fois au marché, il surprit une conversation. 2 visiteurs d'un village à 2 heures de route. Ils disent là qu'il y a du travail à Nouveau Darve. J'ai entendu, et ils paient honnêtement, disent-ils. Peut-être déménager? Donnent-ils des maisons? Je ne sais pas, il faut demander. Keiran s'approcha d'eux, non pas comme un seigneur, mais comme une personne. Des maisons sont données, dit-il. Si vous travaillez, le logement pour la première année est gratuit, ensuite un petit loyer. Nous construisons 8 maisons de plus maintenant. Les 2 le regardèrent. Qui es-tu? Seigneur Keiran. Silence. Tu marches toi-même au marché? Demanda l'un avec une certaine stupéfaction. Chaque dimanche, dit Keiran. Ils déménagèrent 1 mois plus tard, les 2, avec leur famille. L'un commença à travailler dans la mine, le second comme charpentier. Pour l'anniversaire de son arrivée, Keiran s'assit seul le soir et compta. Il ne célébra pas, il compta. C'était une habitude. Il y a 1 an, 3 villages, 130 personnes. Rien d'autre que de vieilles maisons et de mauvaises routes. Maintenant, 3 mines, celle de charbon à pleine capacité, celle de fer fonctionnant régulièrement, la 3e discrètement et méthodiquement. Le revenu mensuel du commerce de charbon et de fer était 17 fois plus que les terres de Darven n'avaient donné pour une année avant son arrivée. Résidents permanents, 240 personnes. Encore environ 50 travailleurs saisonniers. Bâtiments, auberges, forges, cliniques, moulins, entrepôts, tavernes, ateliers de verre. Mairie en cours, prête pour l'hiver. Nouvelle maison, 22. La route vers le sud, mise en ordre pour 3/4 du chemin vers Velm. Approvisionnement en eau dans 2 villages sur 3. Le 3e cet automne. Ligne d'égout centrale fonctionnant, extension prévue. Maladie transmise par l'eau, 0 pour les 6 derniers mois. Mortalité infantile. Dame rapporta que pendant 1 an, il n'avait perdu aucun enfant. Il y a 1 an, 3 étaient de mort pendant l'hiver. Keiran lut les chiffres. Puis il écrivit dans le 5e livre « Année », résultat au-delà des attentes en rythme, dans les attentes en direction. Les gens travaillent bien. Le principal, ils croient. Pas en moi personnellement, qu'ici on peut vivre bien. Ce sont des choses différentes et la seconde est plus importante. Nouvelle ligne. Problème. D'abord, la croissance nécessite plus de gestionnaires. Je seul ne m'en sortirai pas dans 1 an. Il faut un système. Deuxième, la rumeur sur Darve va déjà vers les grandes villes. Elle atteindra la capitale. Une question de temps. Des mois, pas des années. Troisième,
La troisième mine nécessite un développement sérieux si nous voulons de l'échelle. Cela signifie plus de gens et plus de risques de fuite d'informations. Pose dans les notes. Que faire avec le troisième problème? Pensez. Peut-être est-il temps d'arrêter de cacher. Peut-être un coup préparé est-il meilleur qu'un secret découvert. Il ferma le livre. Sortit dans la rue. Nouveau d'arbre le soir. Lumières aux fenêtres. Odeur de fumée et de nourriture cuisinée. Des voix de quelqu'un de la taverne. Un enfant criant quelque chose à sa mère à l'autre bout de la rue. Vivant. 1 an après que cela avait été un chant. Keiran se tint et regarda. Puis il rentra chez lui. Il s'était construit une petite maison seulement le mois dernier. Modeste, sans excès, et alla dormir. Demain, beaucoup de travail. La mairie fut prête à la fin de l'automne de la 2e année. 2 étages, murs en pierre, pierre grise locale, extraite de la carrière ouverte sur le versant est de la montagne. Toit, tuiles noires, faites par le nouvel atelier que Keiran avait ouvert spécialement. Grande fenêtre, verre de l'atelier de verre local, le premier grand produit du jeune terne qui avait déménagé de Velm après son père. Au-dessus de l'entrée, Keiran réfléchit longtemps à ce qu'il fallait écrire. Dans les capitales au-dessus des mairies, on écrivait des noms de rois ou des devises sur la loyauté. Il écrivit autre chose. Court, sans décoration. Ici, on décide. Bren regarda l'inscription. Simple, dit-il. Exactement. Nous aurions pu écrire quelque chose de beau. Le beau est vite oublié, dit Keiran. Le simple est retenu. À l'intérieur de la mairie, le premier étage était divisé en 3 parties. Une grande salle pour les réunions et le tribunal. Une salle d'enregistrement, naissance, décès, mariage, contrats commerciaux. Et un sous-sol archive, sec, avec des étagères en pierre. Le 2e étage, salle de travail, celle de Keiran, celle d'Ena et 2 autres personnes qu'il avait prises pour la gestion. Le jeune Arn, un comptable de Velm, et une femme Sela, qui savait écrire rapidement et précisément, une secrétaire. Pour la première fois à Nouveau-d'Arve, une véritable administration apparut. Keiran rassembla les 5 dans la grande salle le premier jour de travail. Les règles sont simples, dit-il. D'abord, chaque décision qui concerne plus d'une personne est écrite. Chacune. Pause. Deuxième, l'argent dans le trésor est compté publiquement. Tout résident peut venir et demander à quoi il a été dépensé. Ena, c'est ta responsabilité. Ena hocha la tête sérieusement. Troisième, tribunal. Je m'occuperai des litiges moi-même jusqu'à ce que nous nommions un juge. Jusqu'alors, pas de décisions qui ne peuvent pas être expliquées par la logique. Pas parce que c'est l'habitude. Pourquoi c'est juste? Ce sont des choses différentes. Et si la loi est injuste? Demanda Arn. Il était vif, aimait poser des questions inconfortables. Keiran appréciait cela. Alors nous changeons la loi, dit Keiran. Mes terres, mes lois. Dans les limites mais des règlements royaux pour l'instant. Pour l'instant, répéta Arn. Pas une question, une observation. Pour l'instant, confirma Keiran. Le premier tribunal eut lieu 3 jours plus tard. Un litige entre 2 commerçants. L'un accusait l'autre de vendre de la viande de mauvaise qualité au marché. Une chose ordinaire, dans d'autres endroits, résolue par des cris et des poings. Keiran écouta les 2, à tour de rôle, sans interruption, posant des questions calmement, précisément. Appela dame, il examina la viande restante, donna une conclusion. La viande avait vraiment une violation. Que le commerçant le sache ou non n'importait pas. Rendre l'argent aux acheteurs, dit Keiran. Plus les 2 prochains marchés sans place de commerce. Pas une amende en argent. Un avertissement. Le commerçant regarda, attendant le pire. C'est tout? Demanda-t-il. C'est suffisant, dit Keiran. Si cela se répète, les conditions seront différentes. Sinon, dans 2 marchés, tu reviens comme si rien ne s'était passé. Après le tribunal, plusieurs personnes qui avaient été présentes se dispersèrent en parlant. Thorn marcha à côté de Keiran. Satisfait? Demanda-t-il. Normal. Il s'attendait à l'exil ou pire. Je sais. C'est exactement pourquoi non. Pour qu'il n'ait pas peur, pour qu'il respecte, dit Keiran. La peur et le respect se ressemblent de l'extérieur, différents de l'intérieur. Par peur, ils obéissent. Par respect, ils aident. Thorn réfléchit. La différence est grande, énorme. Dans la 2e année, Keiran fit quelque chose que personne n'attendait. Il construisit un bain public. Public, grand, avec de l'eau chaude chauffée au charbon.
Section séparée pour les hommes et les femmes, une grande chaudière, étagères en bois, tout selon une description qu'il avait trouvée dans un très vieux manuscrit. Bren regarda la construction avec scepticisme. « À quoi ça sert ?» demanda-t-il. « Dépenser de l'argent pour un bain ? Parce que les gens qui se lavent moins souvent tombent malades, dit Keiran. Dame le confirmera. Dame le confirmera. Et parce que c'est agréable. Pause. Les gens doivent voir que vivre ici n'est pas seulement endurer, mais vivre bien. Différence. Un bain est bon pour une personne qui se lavait une fois par mois avec de l'eau de rivière? Oui, très bon. Le bain ouvrit au milieu de l'été. Un petit droit symbolique pour couvrir le charbon pour la chaudière. Pour les enfants et les vieux, gratuit. Le premier jour, une file d'attente se tint dès le matin. Les gens sortaient rouges, satisfaits, avec les cheveux mouillés. Ils riaient. Les femmes de supérieurs d'Arves, qui étaient venues les premières, racontèrent ensuite pendant une semaine à tous ceux qui n'étaient pas venus. La rumeur se répandit dans la région. Au marché du dimanche suivant, 2 fois plus de gens étaient venus que d'habitude. La moitié spécialement pour essayer le bain. Keiran observa cela et pensa à la règle qu'il avait écrite dans le 5e livre dès l'hiver. Les gens sont attirés par 3 choses, le travail, la sécurité et la dignité. La dignité, c'est quand on te traite comme une personne et non comme une unité d'imposition. Bain, eau propre, tribunal juste, tout cela c'est la dignité. Ensuite, un parc. C'était l'idée de Sela, la secrétaire calme qui avait dit une fois à une réunion que les villes avaient un besoin d'endroits où il n'y a rien à faire. « Comment ça? Rien à faire ?» demanda Bren. « Des endroits où on peut juste s'asseoir, dit Sela, se promener, regarder quelque chose de beau. » Bren la regarda comme une folle. Keiran réfléchit. « Correct, dit-il. »« C'est un gaspillage d'argent, dit Bren. »« C'est un investissement, dit Keiran, dans le fait de faire en sorte que les gens veuillent vivre ici et non juste travailler. » Pause. Les gens qui veulent vivre construisent des maisons, élèvent des enfants, paient des impôts pour les 20 prochaines années. Les gens qui travaillent juste partent à la première occasion. Ils aménagèrent le parc près de la rivière. Une grande zone, plantèrent de jeunes arbres, bancs en chêne. Un petit pont en bois sur le ruisseau. Chemin pavé de pierres plates. Il ouvrit au printemps de la 3e année. Les soirs d'été, jeunes et vieux s'y promenaient. Des pêcheurs s'asseyaient avec des cannes près de l'eau. Des enfants couraient sur les chemins. Des commerçants d'autres villes venus pour affaires s'y promenaient le soir, regardaient, secouaient la tête. « Il n'y a rien de tel dans la capitale », dit un marchand d'art à Keiran une fois. Il parla avec une stupéfaction sincère. « Dans la capitale, il y a beaucoup de ce qui manque », dit Keiran. Dans la 3e année, une école. C'était une idée qu'il nourrissait depuis longtemps, mais qu'il avait reportée. Il n'y avait pas d'enseignant. L'enseignant fut trouvé par hasard. Un moine âgé d'un monastère détruit au nord errait, cherchant un endroit où s'installer. Thorn le rencontra sur la route, l'amena à nouveau d'Arves. Le frère moine Tal savait lire, écrire, compter, connaissait l'histoire et un peu de médecine. Pour un enseignant de village, suffisant. « Je veux ouvrir une école, dit Keiran, pour les enfants. Tous, pas seulement les riches. » Tal le regarda. « Gratuit? Oui, il n'y a pas ça. Ici, il y aura. » « Que veux-tu en retour? »« Rien, dit Keiran. Sauf que les enfants apprennent à lire et à compter. » Pause. « Dans 10 ans, j'ai besoin de gens lettrés. C'est le retour. » Tal réfléchit longtemps. « Bien, dit-il. » L'école ouvrit au début de l'automne. 23 enfants, le premier jour, de 7 à 14 ans, un petit bâtiment à côté de la mairie. Keiran vint le premier jour pour regarder. Il se tint près de la porte, n'entra pas. Écouta pendant que Tal expliquait les lettres. Yann, le fils du charpentier, celui-là même qui lui avait crié une fois au marché, était assis au premier rang et regardait avec une expression si concentrée que Keiran sourit involontairement. Il partit sans interférer. À la 3e année, Nouveau d'Arves ne pouvait plus être appelé un village. Résidents permanents, 800 et plus de personnes. Saisonniers, plusieurs centaines de plus. Rues, 4 principales, pavées de pierres plates, plusieurs latérales. Marché chaque dimanche et mercredi, déjà 2 marchés par semaine, parce qu'un ne pouvait pas accueillir tout le monde. Production, 3 mines, forge avec 4 foyers, atelier de verre, atelier de charpenterie, petite tannerie ouverte par un nouveau venu de Velm,
moulins, boulangerie. Commerce, charbon vers 3 villes, biens en fer vers 5. Verre local, spécial, avec une teinte bleutée du sable local. Soudain commença à être demandé à Hart comme décoratif. Le jeune terne ne pouvait pas suivre. La route vers Velm entièrement prête, normale, avec des poteaux postaux tous les 2 miles. Kieran regarda tout cela et pensa qu'il était temps de passer à l'étape suivante. La 3e mine, temps de l'ouvrir à pleine force. Le régime d'extraction discret donnait de l'argent. Mais pour ce qu'il planifiait, il en fallait plus. Beaucoup plus. Il rassembla un cercle étroit. Myrte, Thorn, Enna, Tern. « Je dis ce que la plupart d'entre vous savent déjà ou devinent, dit-il. Dans la 3e mine, il y a de l'or et des diamants. Pas d'énormes réserves, mais significatives. Jusqu'à présent, nous avons extrait discrètement, avec une petite équipe. Pause. Maintenant, nous changeons l'approche. Nous l'ouvrons, demanda Enna. Non. Kieran les regarda. Nous étendons l'extraction, mais seulement par nos gens. Pas de travailleurs externes dans la 3e mine. Pas de mention dans les livres de commerce. L'or toujours par terne, en petites portions, par différents canaux. Pourquoi continuer à cacher, demanda Thorn. Tu es le seigneur de ces terres. C'est à toi de droit. Non, dit Kieran. De droit, c'est royal. Il regarda leur visage. La loi du royaume dit que les métaux précieux sur n'importe quelle terre appartiennent à la couronne. Le seigneur reçoit un tiers. Pause. Je n'ai pas l'intention de donner un tiers à des gens qui m'ont exilé sur la base d'un mensonge. Silence. C'est une violation de la loi, dit Arn. Il était aussi présent. Oui, dit Kieran. Directement et honnêtement oui. Pause. Mais il y a quelque chose de plus important. Si la capitale apprend ce qu'il y a ici, ils viendront. Pas pour un tiers, pour tout. Il les regarda. Je construis cet endroit pour vous, pour les gens qui vivent ici. S'ils viennent de la capitale, cet endroit cessera d'être le vôtre. Silence. Que signifie « s'ils viennent » demanda Enna. Ils viendront tôt ou tard de toute façon. Oui, admit Kieran. C'est pourquoi nous avons besoin de temps. Encore 1 année, peut-être 2. Pause. Pendant ce temps, il doit y avoir un mur ici. Un mur demanda Myrte à nouveau. Autour de la ville, dit Kieran. Un vrai, en pierre. Pause. Et des gens qui savent le défendre. La construction du mur commença au printemps de la 3e année. Ils n'annoncèrent pas immédiatement que c'était un mur. Ils annoncèrent que c'était une limite de ville pour l'ordre, pour marquer le territoire, pour la protection contre les animaux sauvages qui étaient abondants dans la forêt. C'était la vérité. Juste pas toute la vérité. Il y avait assez de pierres. La carrière de la montagne fonctionnait déjà depuis la 2e année. Feck, le tailleur de pierre, regarda le plan et secoua la tête. « Ce n'est pas juste un mur, dit-il. Non, c'est un mur de forteresse. »« Oui, pour un village, pour une ville, dit Kieran. Quelle sera ?» Feck réfléchit longtemps. Regarda le dessin, épaisseur du mur, hauteur, tour d'angle, les seules portes à l'entrée sud. « Bon travail si cela réussit, dit-il finalement. Je n'ai rien construit de tel. Mais nous pouvons. Combien de temps ? Avec 100 travailleurs et assez de pierres. 1 an et un peu. Nous avons moins de temps, dit Kieran. 8 mois. Alors 150 travailleurs. Nous les trouverons. Ils ne les trouvèrent pas immédiatement. En 3 semaines. De la région, de Velm, de villages lointains. La rumeur sur le bon salaire se répandit rapidement. Ils construisirent toute la saison chaude. Kieran vérifiait chaque jour. Pas pour pinailler, mais pour regarder. Épaisseur de la maçonnerie, qualité du mortier, verticalité des murs. Si quelque chose n'allait pas, il le disait immédiatement, sans crier. Il refaisait. En parallèle, un autre processus que Kieran menait discrètement. Affaires militaires. À nouveau d'Arv apparurent des gens qui savaient le combattre. Parmi les 800 résidents, il y avait d'anciens soldats, démobilisés de l'armée, fugitifs de la pauvreté. Kieran les remarqua à la façon dont ils marchaient, à la façon dont ils regardaient. Il les appela un par un. Parla, offrit un travail officiellement comme garde de la ville. En réalité, un petit détachement qu'il entraîna discrètement. Arma, organisa. Thorn devint son adjoint là-dedans, de manière inattendue pour lui-même. Kieran expliquait les tactiques, la logistique, la gestion des gens au combat. Thorn apprenait rapidement. Il avait un instinct naturel de commandant qui n'avait simplement jamais été dirigé dans la bonne direction.
À l'automne de la 3e année, la garde comptait 40 personnes. Pas beaucoup pour la guerre. Suffisant pour défendre un bon mur. Le mur fut prêt à la fin de l'automne. Pas idéal. Certaines sections nécessitaient des finitions au printemps. Mais il se tenait. Gris, solide, avec 2 tours d'angle et des portes avec une lourde grille levée par une chaîne. Kairan marcha le long du mur sur le passage supérieur pour les sentinelles le soir quand les travailleurs s'étaient dispersés. Il regarda la ville de l'intérieur. Lumières aux fenêtres, beaucoup de lumière. Bruit qui pouvait s'entendre même ici, des voix, le rire de quelqu'un, un cheval renaclant dans l'écurie. Odeur de fumée, de pain, de quelque chose de métallique de la forge, vivant, réel. Thorn marcha à côté de lui. « Beau », dit-il doucement. « D'en bas, on ne voit pas à quel point cela est devenu grand. »« D'en haut, on voit, » dit Kairan. « Tu penses à ce qui se passera quand ils apprendront de la capitale ?»« Constamment. »« Et qu'ils viennent, » dit Kairan. « Quand ils seront prêts, nous le serons aussi. » Thorn le regarda. « Tu n'as pas peur ?» Kairan réfléchit. « J'ai peur d'une seule chose, » dit-il. « De faire une erreur qui nuira aux gens qui me font confiance. » Pause. « Pas qu'une armée vienne. Cela est soluble. Pas que les frères tisquent des intrigues. Cela est familier. J'ai peur de faire une erreur ici. » Il montra la ville en bas. Thorn se tut. « Tu ne feras pas d'erreur, dit-il finalement. »« Comment le sais-tu ?»« Parce que tu y penses, » dit Thorn. « Ceux qui ne pensent pas aux erreurs, ils les font. Tu penses ? Cela signifie que tu les vois avant qu'elles n'arrivent. » Kairan regarda le jeune homme. « Tu es intelligent, Thorn. Tu m'as enseigné. »« Non, dit Kairan. C'était de toi-même. Je n'ai juste pas interféré. » Ils se tenèrent sur le mur et regardaient Nouveau Darve la nuit. Les lumières en bas brûlaient uniformément. Demain, un autre jour de construction.